Philo-Box, éléments de philosophie. La liberté politique selon Jean-Jacques Rousseau. De la liberté perdue à la liberté recouvrée. Qu'appelle-t-on état de nature? Rousseau n'est pas le premier à utiliser cette expression. Il s'agit d'imaginer ce à quoi ressemblerait la vie des êtres humains s'il n'y avait pas l'État, s'il n'y avait pas les lois, s'il n'existait aucune institution pour réguler la vie sociale. Avant lui, au siècle précédent, Hobbes en particulier avait lui aussi imaginé ce que serait l'état de nature et, pour aller droit à l'essentiel, il se l'était représenté de la façon la plus sombre qui soit, à savoir un état de guerre de chacun contre chacun. Rousseau est en réaction contre Hobbes, il se représente cet état de nature de façon assez différente. Tout d'abord, il insiste sur le fait que l'homme à l'état de nature, d'après lui, aurait des besoins très simples, des besoins naturels. On peut penser ici à ce que Épicure appelait les désirs naturels et nécessaires: manger, boire, dormir, se reposer. Ces besoins naturels sont très faciles à satisfaire, et donc l'homme à l'état de nature est facilement heureux, satisfait, et il mène une vie finalement assez solitaire. Car tant qu'il n'a que des besoins naturels très simples, il n'a pas vraiment besoin des autres pour les satisfaire. On peut penser ici à la façon dont François Truffaut, dans son film L'Enfant sauvage, nous présente Victor, celui qu'on appellera par la suite Victor. La scène d'ouverture du film nous montre un enfant dont les besoins sont très simples, qui vit de manière solitaire, qui fait preuve d'une certaine robustesse aussi, et qui n'a pas encore été socialisé, qui n'a pas rencontré les autres. Or, c'est précisément pour Rousseau la vie sociale, la rencontre avec les autres, qui va en quelque sorte précipiter la fin de cet état de nature idéal, puisque de nouveaux affects, de nouvelles passions vont apparaître, comme l'amour-propre, la jalousie, le désir de dominer les autres. À l'origine, nous dit Rousseau, l'homme est simplement animé par deux affects. À l'époque, on parle de passions, deux passions primitives qui sont l'amour de soi, c'est-à-dire l'espèce d'impulsion à tout faire pour se conserver, pour rester en vie, une sorte d'instinct de survie, et puis la pitié aussi, la capacité de souffrir à la vue de la souffrance des autres précisément. Cette vie à l'état de nature, pour Rousseau, constitue une sorte de modèle en fait. On pourrait très bien se demander à quoi bon s'imaginer un état de nature, puisqu'il n'a jamais existé véritablement. D'ailleurs, les sociologues tels que Durkheim n'auront aucune difficulté à critiquer le caractère fictif de cet état de nature. Après tout, l'homme a toujours existé, toujours vécu en société. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que pour Rousseau, c'est une forme de modèle qu'il se donne, d'une vie où les hommes bénéficient de la plus grande liberté et sont aussi, en un sens, égaux. Alors pourquoi peut-on parler de liberté à l'état de nature? Parce que l'homme étant relativement solitaire, n'ayant pas besoin des autres pour satisfaire ses besoins, au fond, il ne vit sous la domination de personne d'autre. Il ne fait que suivre sa propre volonté à longueur de journée. Personne n'est sous le joug d'autrui. Donc, on peut dire ici de l'homme qu'il est libre au sens très ordinaire où il suit sa propre volonté.
Mais cette liberté peut être pensée en association avec l'égalité, puisque chacun se trouvant dans cette situation, chacun étant relativement indépendant, personne n'est sous la domination d'autrui, personne ne revendique par nature le droit de dominer les autres, il n'y a pas encore de rapport de force établi, et donc chacun ici est l'égal des autres, au sens où chacun dispose du même statut d'indépendance. Personne n'est encore ici par nature, personne n'est soumis à la volonté des autres. C'est au cours de l'histoire, c'est lorsque la socialisation va commencer que vont apparaître ultérieurement pour Rousseau des rapports de force, des rapports de domination, des inégalités, qui vont ensuite s'instituer de telle sorte que le droit, les lois, reflèteront à bien des égards des rapports de force préexistants. Or, le but de la politique et le problème fondamental qu'il va affronter dans le contrat social, c'est d'imaginer le régime politique, les institutions grâce auxquelles on pourrait dire que l'État, le droit, c'est-à-dire l'ensemble des lois, ne sont pas simplement des outils au service de la domination du plus fort, mais sont des outils qui garantissent à nouveau, en quelque sorte, comme à l'état de nature initial, qui garantissent à nouveau la liberté et l'égalité de tous. Donc l'état de nature est à penser non pas comme une situation historique ayant existé, mais plutôt comme une sorte de norme, un idéal de liberté et d'égalité que l'on cherchera à retrouver à travers des institutions politiques. Mais lesquelles ? L'œuvre politique principale de Jean-Jacques Rousseau s'intitule Du contrat social et elle fut publiée en 1762. Or, au chapitre 6 du premier livre, Rousseau formule ce qu'il considère comme le problème principal dont il cherche la solution, le problème politique fondamental. Le voici, énoncé dans ses propres termes, je le cite: « Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même, et reste aussi libre qu'auparavant. » Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution. Alors, il faut insister ici sur plusieurs choses. D'abord sur la radicalité avec laquelle Rousseau pose le problème, de telle sorte qu'il paraît à première vue insoluble. Il est question, d'une part, de s'associer aux autres afin de mieux défendre notre personne et nos biens, ce qui donc risque d'impliquer des règles à suivre, des compromis à trouver avec les autres, mais il s'agit pour autant de ne subir aucune perte de liberté. Rousseau écrit reste aussi libre qu'auparavant. Il fait directement allusion ici à l'état de nature dont il a été question précédemment. Aussi libre qu'auparavant, ça veut dire retrouver une forme de liberté dans certaines conditions qui soit aussi absolue que celle que nous connaissions dans cet état hypothétique qu'était l'état de nature. Or, on ne comprend pas bien à première vue, évidemment, comment l'obéissance à des lois, puisqu'il s'agit de fonder l'État, comment l'obéissance à des lois pourrait s'accompagner d'aucune perte de liberté. C'est le moment peut-être de faire un rappel sur la façon dont la pensée libérale entend résoudre le même problème. Ou plus exactement,
un problème similaire, mais moins radical dans sa formulation. Chez les libéraux, on peut penser notamment à John Stuart Mill et à la thèse qu'il défendra tout au long de son livre De la liberté. Chez les libéraux, il s'agit aussi de concilier l'État, l'autorité de la loi, d'une part, et la liberté individuelle. Mais au fond, les libéraux acceptent, ils concèdent que chacun devra renoncer à une part de sa liberté pour que celle-ci soit compatible avec l'autorité de l'État et pour que la liberté de chacun soit compatible avec celle de tous les autres. Donc, le cœur de la solution libérale consiste au fond, à soutenir que l'État et la liberté sont compatibles dès lors que l'un et l'autre sont soumis à certaines limites. L'État, pour sa part, devra limiter l'usage de la force au cas où il est nécessaire d'intervenir pour protéger la liberté, c'est-à-dire faire obstacle à tous ceux qui entendent nuire à la liberté d'autrui. Et du côté de l'individu, là aussi, chacun doit accepter une certaine limite, ne pas revendiquer une liberté totale, mais simplement la liberté de faire tout ce qui ne nuit pas à la liberté des autres. Donc c'est par cette limitation réciproque, mutuelle, que l'on parvient à concilier l'autorité de l'État, d'une part, et la liberté individuelle. Mais on voit bien que dans la solution libérale, cette conciliation passe par un renoncement à une liberté absolue. Cette liberté absolue, il faut en quelque sorte en faire le deuil afin de bénéficier d'une liberté réelle, effective, garantie par l'État, mais qui nécessairement se doit d'être limitée. Or, Rousseau, lui, dans la formulation même de son problème, semble chercher une solution radicale, de telle sorte que l'on pourrait dire que tout en obéissant à la loi, non seulement je ne subis aucune perte de liberté, mais en fait je manifeste ma liberté dans l'obéissance à la loi, au moment où j'obéis à la loi. Le paradoxe va tellement loin qu'il finit par dire « Il faudrait qu'en obéissant à la loi, je continue d'obéir à moi-même ». Pour comprendre la solution proposée par Rousseau, il faut donc comprendre en quel sens il en vient à dire, et surtout à quelles conditions on pourrait dire, qu'obéir à la loi et obéir à soi-même serait au fond la même chose. On peut noter au passage que cette perspective-là est refusée d'emblée par ceux qu'on appelle les anarchistes, et qui ont par exemple pour chef de file quelqu'un comme Bakounine en Russie, ou bien Proudhon en France, c'est-à-dire des penseurs qui estiment que jamais, au grand jamais, on ne pourra identifier l'obéissance à la loi et la poursuite de sa propre volonté. Des penseurs qui pensent qu'il y a une contradiction irrémédiable entre l'obéissance aux lois et la liberté personnelle. Mais c'est que dans la perspective anarchiste, les lois, le droit en général, sont toujours soupçonnés de ne refléter et de ne servir que les intérêts des plus puissants. Or, la solution que proposait Rousseau, qui était parfaitement conscient d'ailleurs que le droit à son époque était effectivement le reflet des intérêts des plus puissants, la solution proposée par Rousseau cherche à rompre avec cet état de fait afin d'identifier, d'assimiler l'obéissance à la loi et la liberté personnelle. Il nous reste bien sûr à comprendre comment, dans quelles conditions, cela est possible selon lui.
Afin de comprendre la solution que propose Rousseau, et qui va devenir vraiment le cœur de la réponse républicaine à ce problème, il faut partir de la notion d'autonomie. Autonomie vient de deux mots grecs, autos, soi-même, et nomos, la règle, la loi. Être autonome, c'est donc être capable de se donner à soi-même la règle que l'on va suivre. Être autonome, c'est ne pas simplement suivre une règle qui nous est imposée de l'extérieur, comme on suivrait une pure contrainte, mais c'est vraiment être à l'origine, à l'initiative de la règle que l'on s'apprête à suivre. Or, par exemple, à l'échelle individuelle, faire preuve d'autonomie, c'est bien sûr manifester sa liberté, c'est ne pas attendre que d'autres nous imposent une règle pour faire quelque chose, c'est être capable de s'imposer à soi-même la règle que l'on va suivre. Si par exemple je m'impose de suivre tel régime alimentaire, de faire du sport, si cette règle, cette imposition vient de moi-même, chacun comprendra que je suis plus libre que si cette règle m'est imposée de l'extérieur par quelqu'un qui exercerait une pression ou une contrainte. L'autonomie n'est donc pas l'absence de règles, mais plutôt la capacité d'un sujet à produire lui-même la règle à laquelle il consent, à laquelle il adhère, et que finalement il décide en toute liberté de suivre. Cette autonomie, pour Rousseau, comme plus tard pour Kant par exemple, elle est une caractéristique des êtres humains, elle est vraiment la manière la plus haute pour eux de manifester leur liberté. On trouverait chez Rousseau, par exemple, une critique d'une forme illusoire de liberté qui consiste à simplement suivre ses désirs de manière totalement aveugle, passive, et à être emporté par le flot des désirs. Cela n'est pas, surtout pour ces philosophes du XVIIIe siècle, ce n'est pas la quintessence de la liberté. La liberté n'est pas dans la passivité et dans le fait de suivre aveuglément et sans rien contrôler un flot de désirs, mais plutôt dans la capacité de se donner à soi-même des règles, des principes auxquels on consent et que l'on décide de suivre. Or, la solution politique au problème que nous propose Rousseau, elle se comprend très bien si avec lui on passe du niveau individuel au niveau collectif. Qu'est-ce qu'un peuple libre? Eh bien, sur le même modèle, un peu par analogie, un peuple libre, c'est le peuple qui, au fond, n'obéirait que aux lois qu'il se serait données lui-même. Donc la solution républicaine, la solution rousseauiste à ce problème, implique en premier lieu que le peuple soit souverain, que la souveraineté appartienne au peuple lui-même. La souveraineté, en philosophie politique, c'est la capacité de faire la loi. Le souverain, c'est quand même celui qui fait la loi, qui est à l'origine de la loi. C'est l'instance dont la loi émane, procède. On voit tout de suite que le régime politique le plus juste ne peut donc être que démocratique pour Rousseau. Si un peuple vit sous la domination d'un tyran, alors les règles, les lois lui sont imposées de manière extérieure, verticalement, par pure contrainte, et ce peuple ne sera pas en situation d'autonomie, mais plutôt, on dirait, d'hétéronomie. La règle, nomos, lui étant imposée par une instance différente et extérieure à lui. Il faut donc, pour que le peuple soit libre, qu'on puisse dire en un certain sens qu'il est lui-même à l'origine des lois que chacun ensuite devra suivre. Alors à ce stade, il est bon de préciser, je crois, que les lois dont parle Rousseau, ce sont surtout
les grands principes qui organisent la vie politique et sociale d'un peuple. Bien sûr, pour nous, aujourd'hui, il est difficile de s'imaginer qu'une loi particulière puisse recevoir l'adhésion de tous. Pourquoi ? Parce que beaucoup de nos lois sont controversées. La guerre d'opinion fait rage au sujet de telle ou telle loi. Les divergences d'intérêts, les passions différentes nous opposent dans notre appréciation de telle ou telle loi. Mais j'en viens au plus important finalement, c'est que pour Rousseau, si nos passions nous opposent, il est possible aussi pour chacun d'entre nous d'adopter ce qu'il appellerait le point de vue de la raison. Le point de vue de la raison, c'est le point de vue du citoyen qui, en tant que personne responsable, essaie d'envisager le plus impartialement possible ce qui est bon, pas simplement pour lui-même, pour ses propres intérêts, mais ce qui est bon pour tous. Ce point de vue-là, ce point de vue d'une sorte de juge impartial qui prendrait en compte l'intérêt de tous, Rousseau l'appelle la volonté générale. Lorsque je suis capable de vouloir ce qui est bon de façon générale et non pas simplement de façon particulière. Or, à tort ou à raison, Rousseau estime que nous sommes tous capables de nous hisser à ce niveau-là d'abstraction, c'est-à-dire nous sommes tous capables de faire abstraction de nos passions, de nos intérêts particuliers, pour envisager un point de vue plus général, peut-être même universel, à savoir ce qui est souhaitable pour tous. Prenons quelques exemples pour donner un petit peu de chair à cette philosophie. Sans doute, les lois particulières, les lois très particulières, vont-elles continuer à susciter une polémique interminable. Mais pensons par exemple aux grands principes qui organisent la vie sociale et politique d'un peuple. L'espoir de Rousseau, en quelque sorte, c'était qu'il était possible pour un peuple de se mettre d'accord de façon quasi unanime sur les grands principes. Prenons quelques exemples. Le principe, ou la grande règle selon laquelle chacun doit être soumis à un impôt. Voilà une règle qui semble s'imposer à quiconque fait usage de sa raison. Si nous voulons financer un certain nombre d'institutions qui sont absolument nécessaires pour le bien de tous, le recours à l'impôt, c'est-à-dire prélever une certaine partie des revenus de chacun pour financer ces institutions, apparaît comme une décision légitime du point de vue de notre raison. Ça ne nous empêche pas, peut-être en tant qu'individus, qui conservons nos propres intérêts, nos propres passions, de rechigner éventuellement à payer nos impôts. Mais il y a une sorte de double point de vue possible sur l'homme, d'après Rousseau. En tant que citoyen raisonnable, je me dois d'envisager ce qui est dans l'intérêt de tous, et puis je reste aussi un individu avec ses intérêts, sa partialité, etc. Mais la citoyenneté, être républicain, au fond, c'est considérer que le point de vue du citoyen doit toujours l'emporter sur le point de vue de l'individu. Que la considération de l'intérêt général devrait triompher des égoïsmes et des intérêts particuliers. Si je reste sur mon exemple de l'impôt, autant il est sans doute raisonnable de considérer que le principe de l'impôt doit être retenu, autant ensuite il peut être extrêmement polémique, controversé, de savoir comment appliquer cet impôt. Qui doit être imposé, à quel niveau, combien de tranches, etc. Tout ça, là on rentre dans la politique, dans la pratique, dans des considérations plus particulières qui peut-être ne relèvent plus d'ailleurs pour Rousseau de la volonté générale. Encore une fois, cette volonté générale qui envisage l'intérêt de tous, elle ne peut porter que sur de grands principes. Ainsi, on peut comprendre comment Rousseau parvient, selon lui, à réconcilier l'obéissance à la loi et la liberté. Si la loi à laquelle j'obéis est véritablement
l'expression de la volonté générale. Si le contenu de la loi correspond véritablement à ce que je devrais vouloir en tant qu'être doué de raison, alors au moment où je me plie à cette loi, où je lui obéis, je ne fais rien d'autre en un sens que de vouloir ce que ma raison me prescrit. Il faut donc bien identifier ici ce que Rousseau entend par soi-même quand il dit n'obéir qu'à soi-même. Soi-même ne désigne pas ici la multiplicité de mes désirs, dans leur caractère infini. Mais soi-même, c'est essentiellement et même authentiquement ma raison, qui finalement n'est rien d'autre que ma capacité d'envisager ce qui est bon pour tous. Un dernier exemple. Prenons un dernier exemple pour illustrer la différence ici entre le point de vue de la raison et le point de vue plus passionnel. L'interdiction légale, l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Aujourd'hui, il me semble que bien peu de fumeurs réclament le retour à la situation antérieure. Au fond, l'écrasante majorité des fumeurs aujourd'hui est tout à fait d'accord pour considérer que, oui, dans les lieux publics, il est raisonnable d'interdire l'usage de la cigarette. On voit bien ici que chacun est capable, même le fumeur, de faire la différence entre son point de vue particulier et le point de vue général, celui que la raison est censée adopter, à savoir que pour des raisons de santé publique élémentaire, et dont on avait peut-être moins conscience autrefois, pensons à la notion de tabagisme passif, ou même à la gêne qui est occasionnée, désormais, le point de vue raisonnable qui s'impose est celui de l'interdiction dans les lieux publics. On notera au passage que ce qui apparaît raisonnable n'est pas nécessairement intemporel. On pourrait prendre d'autres exemples. Désormais, le port de la ceinture en voiture apparaît comme une mesure raisonnable à la plupart d'entre nous, ce qui n'était pas le cas il y a quelques décennies. Il est donc tout à fait possible de conserver cette distinction que faisait Rousseau entre la raison, les passions, l'intérêt général, l'intérêt particulier, tout en reconnaissant, ce que n'aurait peut-être pas fait Rousseau et les philosophes du XVIIIe siècle, que ce qui nous apparaît raisonnable, conforme à la raison, a aussi un caractère historique.